Cerfi Canal reçoit aujourd'hui David Tesmart, le co-auteur avec Augustin Landier d'un véritable pamphlet contre les idées reçues avec un titre choc, 10 idées qui coulent la France. Une France qui, selon eux, s'accroche à des contre-vérités qui la font nager à contre-courant de l'histoire économique. Une France nostalgique d'un âge d'or révolu, celle de l'industrie reine, de l'État stratège et de la puissance perdue. Une France profondément anticapitaliste qui se méfie de la propriété privée des entreprises, de la concurrence, de l'économie de marché en général. Bonjour David Tesmart. Bonjour. Alors vous donnez le ton de votre livre dès l'introduction et je vous cite « Le français moyen fait figure d'anticapitaliste illuminé ». Oui, alors c'est une formule choc, mais en gros on peut la voir quand on regarde les sondages internationaux. Donc vous avez un sondage qui s'appelle le World Value Survey où on pose la même question à tous les peuples du monde entier. Et sur toutes les questions qui ont trait à l'économie de marché, l'aversion à la concurrence, l'aversion à la propriété privée des entreprises, au rôle des actionnaires dans les entreprises, sur toutes ces questions-là, les Français ont ou même de manière générale, résistance au capitalisme. Une résistance très forte. Ils sont vraiment à l'extrême de la distribution, si vous voulez, de tous les pays. Alors, David Tesmart, je voudrais vous présenter en quelques mots. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique, ENSAE, London School of Economics, vous avez un doctorat en économie, vous êtes aujourd'hui professeur à HEC, vous êtes membre depuis 2008 du Conseil d'analyse économique et on peut dire que vous êtes un rescapé du Conseil d'analyse économique. Et vous êtes aussi le co-auteur au sein du CEE d'une note sur les enjeux économiques du droit des faillites. Alors le premier mythe que vous dénoncez, dans le premier chapitre du livre, c'est celui de la réindustrialisation. Le premier chapitre s'intitule d'ailleurs « Une France sans industrie, ça va être Disneyland ». Alors, la réindustrialisation, c'est effectivement un mythe très dangereux. C'est un mythe qui suggère que la prospérité future du pays doit ressembler à la prospérité passée du pays, c'est-à-dire celle des années 50 et des années 60, des usines, des cheminées qui fument ou des ordinateurs qui fument, selon la version plus ou moins moderniste de cette mythologie. Mais en gros, quand on regarde tous les pays qui nous ressemblent, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, la Hollande, etc., tous ces pays connaissent une chute très forte de la part de l'industrie dans le PIB. Depuis les années 70, la part de l'industrie dans le PIB allemand ou français a baissé du même montant. C'est juste que l'Allemagne est un peu plus industrialisée que la France. Pourquoi cette polarisation sur, comme vous dites, il faut faire des vraies choses comme les Allemands? Pourquoi cette polarisation? Alors vous évoquez l'emprise d'un lobby industriel. Ah ben évidemment, si je suis patron d'entreprise, j'ai envie de dire que dire que l'industrie c'est important, de même que si je suis prof, j'ai envie de dire que l'université c'est important. Mais le lobby industrialiste est si puissant que ça en France? Il est très puissant, il a l'oreille des ministres, il représente beaucoup d'emplois. Il représente une grande partie beaucoup d'emplois, en particulier d'emplois non qualifiés. Ça, c'est hérité des usines anciennes. Et donc, du coup, le chantage à l'emploi, le chantage à la croissance de manière générale est utilisé comme levier pour extraire un maximum de subventions. Alors, justement, sur l'emploi, votre idée numéro 2, c'est... Enfin, idée numéro 2 que vous dénoncez, bien entendu. Pour sauver l'emploi, il faut sauver l'industrie. C'est tout faux. Bon, ça, c'est un contresens vraiment manifeste. L'industrie est en automatisation. Petit à petit, il n'y aura plus d'emplois non qualifiés dans l'industrie. Il faut avoir une idée qu'il y a un malentendu historique avec l'industrie. C'est que l'industrie des années 50 ou des années 30, voire même, c'est une industrie qui donne beaucoup d'emplois à des gens qui n'ont pas de diplôme, qui potentiellement ne savent même pas lire ni écrire. Mais ces emplois sont remplacés par des robots. L'industrie, si elle veut rester compétitive en France, et elle a déjà de toute façon, on va inexorablement vers l'automatisation. Absolument. Il y aura par contre des emplois qualifiés dans l'industrie. Évidemment, une source de compétitivité importante. Mais ça va être, vous allez avoir des techniciens très très qualifiés ou des ingénieurs qui vont programmer des robots. Des gens qui vont parler le langage des robots. Vous allez plus loin justement sur ce point puisque vous dites ce qui a fait provoquer la chute de l'emploi industriel en France, ce ne sont pas les délocalisations, c'est l'automatisation et la robotisation. Oui, alors ça, on n'est pas du tout les seuls à le dire, c'est très très standard, les économistes le disent tous. Les délocalisations ont détruit relativement peu d'emplois, essentiellement parce que les entreprises délocalisent pour être proches de leur lieu de consommation. Si je veux vendre des sacs à main en Chine, je crée une usine qui fabrique des sacs à main en Chine. C'est pour ça que je délocalise une partie de ma production. Oui, mais David Tesmart, je voudrais comprendre, si on a autant automatisé, et si la responsabilité de la perte de l'emploi industriel, c'est l'automatisation,
Pourquoi la France ne parvient-elle toujours pas à être compétitive? Mais la France est compétitive. Le poids des salaires a donc terriblement baissé dans la production industrielle. Absolument. Mais la France est moins. Enfin, le problème de compétitivité de ce pays est beaucoup moins important que ce qu'on voudrait croire. Alors, la France exporte énormément de services, soit des services de manière directe, c'est-à-dire des services financiers, des services touristiques, soit des services de multinationales. Il faut savoir que la France a beaucoup de multinationales et qu'elle exporte des services de gestion de multinationales, c'est-à-dire des services comptables, des services de gestion de process, de marketing, etc., à l'étranger. Et ça n'apparaît pas dans les statistiques de balance alors commerciale. Ça, c'est un autre point étonnant de votre livre que vous abordez, puisque vous êtes favorable à une société post-industrielle, et vous dites on sous-estime complètement dans les statistiques du commerce extérieur le poids des services. La sous-estimation serait de 50%. Alors expliquez-nous ça. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais un facteur important, c'est qu'à partir du moment où vous voulez exporter des services, imaginez que vous faites dans la restauration collective, par exemple. Donc ça, c'est des services. Si vous voulez exporter ce service de restauration collective aux États-Unis, vous allez mettre en place une filiale aux États-Unis, et cette filiale aux États-Unis va vous rapporter des profits, des dividendes. Donc ça ne va pas apparaître dans la balance commerciale, ça va apparaître dans le compte de capital, un peu plus bas dans la balance des paiements. Si on ajoute les revenus nets d'investissement étranger des entreprises, les exportations de services, on contrebalance quasiment totalement la perte de compétitivité, la perte d'excédent commercial, si vous voulez, dans la balance des biens. Donc les services, en gros, se substituent aux biens. Donc, en réintégrant les services, en réintégrant toutes les données sur les services, et y compris les profits un peu cachés, masqués dans les statistiques, on arrive à une balance qui serait à peu près équilibrée, presque équilibrée. Pas tout à fait, mais de l'ordre de 15 milliards, effectivement, de déficit courant, et pas les 80 milliards dont on parle en permanence, effectivement. La compétitivité de la France passe par les services, passe par une société dématérialisée. Absolument, mais de manière générale, l'économie passe par une société dématérialisée. Quand vous le voyez vous-même, quand vous avez acheté une machine à laver, une voiture et un appartement, vous passez à la consommation de services, éducation, spectacle, restaurant, commerce, parc. Alors vous insistez aussi sur le fait que la frontière entre industrie et services devient extrêmement, enfin industrie matérielle et les services attachés aux industries devient extrêmement floue. Oui, une espèce de fusion entre les deux concepts. Absolument, absolument. Et ça, on n'est pas du tout les premiers à le dire. Même les industriels en général le disent. C'est comme ça qu'ils voient de plus en plus leur métier, comme en disant que la marge qu'ils vont extraire, la grande partie de la marge qu'ils vont extraire, c'est dans le service après-vente, dans le service complémentaire au bien, évidemment. Alors, quatrième idée, je ne les ai pas toutes citées, il y a 10 idées, hein, on va en prendre une quatrième, que vous dénoncez, il nous faut un État stratège. Bah oui, c'est une idée c'est un lieu commun qui a vraiment la vie dure. On pensait qu'il avait disparu depuis la faillite calamiteuse du Crédit Lyonnais, que l'actualité récente nous a rappelé. Mais il est revenu effectivement à la faveur de la crise. Donc c'est une lecture de la crise, si vous voulez, que les hommes politiques ont fait, qui est de dire la crise, c'est le résultat de 30 ans de politique en faveur des services, alors que simplement la désindustrialisation du pays n'a rien de pathologique. Et il faut que l'État revienne sur le devant de la scène. Donc ça, c'est un diagnostic qui a été fait aussi bien par la précédente majorité que par la majorité actuelle. En un Donc sens. on est passé en fait en 60 ans de la terre ne ment pas du maréchal Pétain à l'industrie ne ment pas. Oui, ou sans aller jusqu'à Pétain, on peut parler de Jules Méline, effectivement. C'était effectivement un discours, le discours de la réagricolisation de la France, hein, c'est-à-dire, j'ai même du mal à le prononcer tellement il est difficile ce mot, et ben c'est un discours qui disait en gros, l'industrie c'est pas le travail des champs, c'est pas le plein air, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui quand on travaille dans l'industrie, donc il faut renvoyer tous les ouvriers dans des trains, tous les mettre dans des trains et les renvoyer aux champs. Finalement, le discours industrialiste nostalgique d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais avec l'industrie. Alors, dernière idée sur laquelle je voudrais insister, le culte de la concurrence, finalement, voilà l'ennemi. Et nous voulons retrouver un de vos précédents ouvrages. La France, c'est le pays du grand méchant marché. On accepte mal, finalement, la concurrence et l'économie de marché. Mais oui, parce que en gros, les bienfaits de la concurrence ne se voient pas, alors que ces méfaits se voient en un sens. Donc on commence par citer un vieil essai de Frédéric Bastiat sur un producteur de charbon, sur un producteur d'acier qui demande une protection. Demande une protection internationale. Il dit, voilà, protégez-moi de mes concurrents belges qui font moins cher que moi. Moi, je vais faire plus de profit, j'embaucherai plus d'ouvriers, comme je gagnerai plus d'argent. Et il y aura tout un déversement de mes profits vers l'économie locale. Et ça, c'est quelque chose qui est à même à convaincre l'homme politique très facilement, parce qu'on voit très très bien les effets. Le problème, c'est qu'évidemment, le protectionnisme, c'est une taxe sur les consommateurs qu'on ne voit pas et qui est énorme, en fait, qui domine très largement, en fait,
les bienfaits du protectionnisme. Alors, 10 idées qui coulent la France. Il faut rejeter ces idées, selon vous, David Tesmart. Merci d'être venu à Xafi Canal. Merci.